La société Brabenco, qui est une nouvelle société lancée par des adhérents de l'association Vie Nouvelle, Grégory Malhomme et Philippe Mas, que certains connaissent peut-être par la pâtisserie Mas. La société Brabenco, c'est toute une petite société qui vient de se lancer. Ils font de la restauration rapide, des soupes et plein de choses par Internet. Et ils ont souhaité ce soir, pour le lancement de leur société, vous mettre à disposition, messieurs les candidats, des petites collations. Si vous êtes intéressé, Grégory Malhomme sera à l'issue de la réunion à la sortie de la salle. Et donc, si vous voulez commander des choses par Internet, c'est de brabenco.com. Voilà. Juste vous rappeler la mise en place de cette réunion de ce soir, comment nous avons procédé. On a d'abord procédé auprès de nos adhérents au cours du mois de janvier en leur demandant quelles étaient les problématiques qu'ils voyaient sur le quartier, les choses dont ils avaient besoin, les choses dont ils étaient satisfaits. On a fait un petit audit sur le quartier. On leur a demandé, en préparation de cette réunion de ce soir, de nous faire remonter les questions qu'ils souhaiteraient poser aux candidats à la mairie de Glace. Une fois qu'on a envoyé ce questionnaire, donc qui était envoyé le 25 janvier, on a réparti les questions autour de 9 thèmes qui ont donné lieu à 23 questions. Et on a demandé à chaque candidat de nous remonter ses réponses pour le 14 février. Pour être très précis, parce qu'il faut l'être, Mme Brollet nous a répondu et nous a donné ses réponses le 15 février, M. Maréchal le 16 février, Mme Zimmermann le 21 février, M. Gros, on n'a pas eu vos réponses, mais vous aurez peut-être l'occasion de vous exprimer ce soir pour le savoir, et M. Rousseau. Alors je vous explique la présence de M. Rousseau de la liste Basta. Nous étions partis au départ sur l'idée que nous contactions les 4 principaux candidats quand nous avons réfléchi à cette table ronde au mois de janvier. Il y avait 4 listes qui étaient déjà bien construites. M. Rousseau, par voie de presse, avait annoncé qu'il était dans la constitution de sa liste. Et donc on avait pris cette position, c'est un parti pris, on l'assume, de mettre les 4 candidats qui étaient déjà bien avancés dans leur procédure et qui nous sembleraient aller au bout de la logique de leur liste. Voilà. Sur ce, la liste Basta a déposé hier ou avant-hier par voie de presse, je crois, la liste des 55 listiers. Ce sur quoi ils nous ont contactés et à leur demande, on a demandé aux 4 candidats qui étaient invités ce soir, s'ils acceptaient la présence de la liste Basta et dans un élan démocratique. Et je les en remercie. Ils ont accepté que Stéphane Rousseau nous rejoigne ce soir et donc soit un 5e intervenant. Et donc ça prolongera un tout petit peu cette soirée. Voilà. Je vais passer la parole à Éric Pedon, qui est membre du bureau de l'association et qui va introduire cette réunion sans plus tarder. Merci beaucoup. Merci Laurent, bonsoir. L'objet de cette réunion est évidemment d'entendre les candidats sur 4 sujets que nous avons resserrés à partir du questionnaire qui a été distribué aux 4 candidats. Et l'objet donc est de les entendre sur ces sujets en termes de propositions, en termes de priorités, en termes de projets, en termes de programmes d'action. En gros, je pense que tout le monde ici présent a envie de connaître leur vision d'avenir du quartier. Pour mener cette réunion, donc, nous avons proposé un tirage au sort pour les 5 candidats. Et dans l'ordre, le tirage au sort a donné Mme Zimmermann en premier, ensuite Mme Grolet, ensuite M. Gros, ensuite M. Maréchal et pour terminer M. Rousseau. Donc, ces candidats vont intervenir les uns à la suite des autres. Ce n'est pas un débat, c'est simplement une réunion d'information et donc on demande qu'il n'y ait pas d'interruption de la part des candidats lorsqu'un candidat s'exprime. De même, au niveau du public, on ne demande pas qu'il y ait des échanges avec le public, simplement à la fin de la réunion, tout le monde pourra échanger avec les candidats sur les sujets qui leur semblent importants. Les réponses sur la liste des sujets que je vais maintenant présenter doivent être au maximum de 5 minutes, c'est-à-dire que nous allons chronométrer les réponses de chaque candidat de telle sorte que le temps de parole soit équivalent pour tous. Ils pourront répondre soit de façon synthétique sur un sujet, soit en approfondissant un aspect qui leur semble important. Les 3 premiers sujets, donc, se réfèrent évidemment aux 29 questions et aux 9 thématiques
du questionnaire que chaque adhérent recevra à la suite de cette réunion prochainement, avec les réponses des 3 candidats qui nous ont répondu. Ces 3 sujets sont dans l'ordre: espace public et aménagement du quartier, circulation en termes de trafic, de dangerosité et de pollution. Deuxième sujet sur la vie quotidienne dans le quartier, en ce qui concerne l'amélioration de la propreté au niveau des voiries. Ah bon, vous ne m'entendez pas? J'ai l'impression de crier. La collecte des déchets à travers la conteneurisation ou bien le problème des déchets verts, la collecte des déchets verts. Et puis, dernier sous-thème de la vie quotidienne, l'amélioration de la sécurité, notamment les nuisances liées aux structures d'accueil qui ont un petit peu animé ces derniers temps le quartier. Troisième sujet, l'attractivité du quartier et son devenir, en lien évidemment avec la requalification du site de Bonsecours. 3 sous-thématiques également en termes de projets culturels, en termes d'implantation commerciale et de nouveaux équipements pour le quartier, en termes enfin de valorisation du patrimoine historique du site de Bonsecours. Enfin, pour terminer, nous avons pensé qu'il serait bon aussi pour chaque candidat de choisir un sujet important, libre, sur lequel ils aimeraient agir et qui concerne les riverains du quartier. Donc ce sont des sujets qui concernent exclusivement le quartier Sainte-Thérèse et Ville-Nouvelle. Voilà, donc il est temps, je pense, de démarrer cette réunion. Parole à Madame Zimmermann en ce qui concerne donc le premier point, espace public et aménagement du quartier. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Merci beaucoup à votre association. Je crois que depuis 1 an, vous réfléchissez à l'avenir de votre quartier et c'est une excellente chose. Et ce que je souhaiterais, c'est que dans tous les quartiers de la ville de Metz, il y ait exactement les mêmes associations et que l'on puissions donner, je dirais, nos impressions et surtout donner notre vision d'avenir pour les quartiers. Si cette association a été créée, je crois que, bon, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi parce que les uns et les autres, vous avez pris rapidement conscience des difficultés que vous rencontriez dans ce quartier, et non seulement des difficultés, mais en quelque sorte d'un quartier qui progressivement perdait de son attractivité, et j'ai été pendant... quand même presque 15 ans député dans ce quartier. Je faisais régulièrement des visites de quartier et je dois dire que depuis 6 ans, je vois, oui, effectivement, ce quartier qui a des problèmes d'attractivité, ce quartier qui, au niveau du commerce, à tous les niveaux, au niveau je dirais simplement de son existence, rencontre d'énormes difficultés. Lorsque les questions me sont parvenues, il y a effectivement ces questions du transport. Alors, le transport, je crois, aujourd'hui, pour moi, est une question extrêmement, extrêmement importante. Pourquoi? Parce que, oui, depuis 6 ans, le transport a été complètement chamboulé à Metz. On a eu la construction du Métis et je crois que le choix qui a été fait, il faut aujourd'hui l'accompagner. Tout simplement pourquoi? Parce que rien que dans votre quartier, il me semble que au départ, vous aviez 3 lignes bus TCRM, aujourd'hui vous n'en avez plus une, et les circuits que vous devez emprunter se complexifient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous n'avez plus l'offre que vous aviez, et d'autre part, ce qui est encore beaucoup plus embêtant, c'est que vous savez aujourd'hui que dans les 10 ans qui viennent, vous allez avoir un quartier qui va bouger en permanence, un quartier qu'il va falloir accompagner dans tous les domaines, dans les domaines des transports,
dans le domaine de l'accompagnement, de la petite enfance, de toutes les questions que vous avez très justement posées à l'ensemble des candidats. Et aujourd'hui, je crois qu'il va falloir réfléchir dans tous les quartiers au réaménagement total de toutes les lignes qui sont autour de Métis. Et d'autre part, mais pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, lorsque l'on initie un projet de ce type-là, on réfléchit d'abord en amont et on essaye que ce projet, en quelque sorte, soit véritablement, je dirais, l'accompagnement de l'ensemble des autres projets. Donc sur le quartier, aujourd'hui, il va y avoir deux étapes. Une première étape de corriger pendant tout l'accompagnement, et chaque fois, à aucun moment, ne louper le moment où il y aura des transformations, parce que les voies de circulation vont être changées, les stationnements ne vont plus exister, il va y avoir une transformation complète de ce quartier. Donc, à chaque instant, le service des transports va être sollicité. Et là, je crois qu'il y aura une attention toute particulière. Et c'est là où votre association va être un instrument et un outil extraordinaire, parce que ça permettra le dialogue en permanence avec l'adjoint responsable du quartier et qui remontera les informations, et l'élu de quartier qui sera en permanence sur le terrain. Parce que comme je l'ai dit, si je suis élu le 30 mars, je vous promets que, comme lorsque j'ai été député dans votre circonscription, je serai sur le terrain en permanence, du premier jour au dernier jour. Parce que c'est comme ça que je conçois l'élu de terrain, c'est comme ça que je conçois la présence que l'on doit avoir. Également, il y a une autre chose, si vous voulez, qui m'inquiète dans votre quartier, c'est le stationnement. Le stationnement, pourquoi? Parce que vous allez avoir 300 à 400 logements de plus, d'après le projet. Où va-t-on aller stationner les voitures? Certes, vous avez aujourd'hui le parking Mauduit qui est en diminution au point de vue de la fréquentation, donc on espère que les abonnements vont être impeccables, mais malgré tout. Et l'aménagement fondamental que je souhaite avoir, c'est également des bornes électriques dans l'ensemble du quartier pour donner une impulsion à la voiture électrique. Merci Madame Zimmermann. Nous comprenons que c'est un exercice de communication assez difficile de parler en 5 minutes sur un sujet aussi vaste. Donc merci d'avoir tenu votre temps de parole. Madame Grolet, à vous. Le métro, oui, voilà. Bonsoir à tous. Et je joins mes remerciements à ceux de Madame Zimmermann donc, sur l'organisation de ce débat qui est important en public, comme ça. Et je suis heureuse que la salle soit aussi remplie des partisans de chacun, mais également de citoyens du quartier. Alors le thème de l'aménagement de l'espace public, des transports en commun, circulation, stationnement, m'est tout à fait sensible, parce que j'ai habité ce quartier jusqu'à il y a quelques années, et je suis partie de cette rue Charles-Abel parce que le stationnement est devenu payant. C'était en 2006 ou 2006, et la situation est devenue insupportable pour tous les riverains. Donc je partage tout à fait le souci qui nous est présenté, et pour moi c'est une priorité absolue, donc de rendre la fluidité à notre ville. Ça n'est pas seulement le problème de ce quartier. À l'époque c'était un problème de stationnement, de macarons pour les riverains. Maintenant, le macaron pour les riverains a été instauré. En revanche, on a une asphyxie progressive du quartier, et quand certains réclament donc une diminution du trafic de circulation, je crois que ça n'est pas la diminution du trafic qu'il faut souhaiter, parce que ça serait la mort. C'est plutôt actuellement une paralysie du trafic qui s'opère, notamment en raison des travaux du Métis et de la diminution des voies qui ont été rétrécies. Il y a des feux rouges partout. Bon, c'est l'extrémité du quartier, mais finalement toute la ville a été impactée, et notamment ce quartier. Donc pour nous, la priorité, c'est de résorber les embouteillages dans les différents points noirs que sont le carrefour de Sainte-Thérèse, celui de la rue Clovis et du passage du Sablon.
la circulation du 20e corps qui est trop rapide et celle de l'avenue de Nancy profitent quand même, font profiter ce quartier d'une certaine vitalité. Je crois que les commerces ne survivraient pas si on chassait les voitures et je suis personnellement très réticente devant ce projet de requalification de Bon Secours qui implique une piétonisation d'une partie du quartier. Je crois que les voies piétonnes, c'est très séduisant, c'est peut-être bien pour les bobos, mais des voies piétonnes, il y en a déjà beaucoup à Metz, et notre ville a besoin de vitalité, encore une fois. Et c'est d'ailleurs donc ce problème du stationnement qui est souvent évoqué par les commerçants que j'ai rencontrés lors des entretiens. Les problèmes principaux qui sont posés et auxquels j'entends répondre, c'est celui de la sécurité et celui du stationnement. On sans compter celui de l'éclatement du centre-ville dont on parlera peut-être plus tard. Sur le stationnement, notre projet il est bien simple, c'est une priorité absolue dans l'état de notre ville actuelle qui décline, c'est de rendre le stationnement en voirie gratuit dans toute la ville, en impliquant évidemment la création de zones bleues, là où il y a des tensions et où il y a une nécessité d'avoir une rotation. Ce stationnement gratuit, c'est un choix que nous avons fait, c'est un choix budgétaire qui sera compensé par des économies, parce que gouverner, c'est choisir. Il faut bien faire des choix dans l'intérêt de notre ville qui, encore une fois, se porte très mal. Ce stationnement gratuit permettra, d'une part, aux personnes de se garer devant chez elles sans avoir ce souci, comme on le faisait il y a 20 ans. Les voies étaient gratuites et on s'en portait pas plus mal. Il y a évidemment une nécessité de trouver des parkings, de créer des parkings gratuits également. Nous voulons par exemple sur la ZAC de l'amphithéâtre, qui est actuellement plus une ZUP avec son terrain vague, créer un grand parking gratuit qui permettra aux personnes d'éviter, notamment ceux qui fréquentent la gare, d'éviter de rentrer dans différents quartiers comme le Sablon ou comme ce quartier de Nouvelle-Ville pour s'y garer toute la journée, voire toute la semaine, occupant des places gratuites. Cela permettra donc une certaine fluidité de la circulation, cela permettra aux personnes résidentes de stationner plus facilement, et puis à tous les visiteurs, les touristes, etc., de fréquenter notre ville et les clients des commerces également. On ne peut pas parler donc non plus du stationnement, de la circulation et du transport en commun sans évoquer, comme l'a dit Madame Zimmermann, les voies, les lignes de bus qui ont été supprimées au profit du Métis. Alors moi je ne me satisfais pas si facilement donc du passé en disant bon maintenant il faut tout adapter. Je crois qu'il y a quand même des responsabilités qui ont été lourdes de ceux qui ont mis en place, l'équipe sortante qui a mis en place ce Métis, et de ceux qui ont accepté, qui ont voté pour, qui se sont abstenus dans ces projets. Merci. Donc, 3 sujets. Transport en commun, circulation, stationnement. Transport en commun. Dans le quartier, puisque la gare et la place du Roi-Georges font partie du quartier, le Métis circule. 2 lignes à haut niveau de service, la ligne 1 et la ligne 2, qui sont bien là. Alors, ça a échappé sans doute à différentes personnes, mais il y a 2 lignes à des cadences de 10 minutes qui sont présentes, l'une dans l'axe du 20e corps américain et l'autre dans l'avenue de Nancy. Et puis, il y a également des lignes 13 et les lignes 14, et même la ligne 17 qui est une ligne de circonférence qui passe par le sud du quartier. Voilà, donc en fait, le service est très élevé. On en est à plus de 29 000 passagers par jour pour le Métis. Je vous signale que ça ne cesse de monter, semaine après semaine. Et les lignes 1 et 2 sont disponibles dorénavant à 5h30 le matin jusqu'à 9h30 le soir. Voilà l'état des lieux. J'ajoute qu'on peut rentrer le soir chez soi grâce aux lignes Flexo qui ont été mises en place, qui démarrent de la République à 22h30, 23h30 et 0h30 et qui vous emmènent à votre station où qu'elle soit dans l'agglomération. Je dis bien où qu'elle soit dans l'agglomération. Vous montez dans le bus et vous demandez à la station à laquelle vous voulez aller. Voilà pour les transports en commun. Alors, les améliorations, y en aura-t-il encore? Oui, il y en aura encore. On peut améliorer avec des mini-sites propres pour les lignes 2 et 1. On peut en particulier penser que le long de la rue de Verdun,
et dans le secteur donc, qui va vers la place du Roi Georges, on peut arranger au feu rouge des dispositifs du type de celui qui a été mis en place à avenue Jean 23 pour que les bus puissent redémarrer plus rapidement au feu rouge 10 secondes avant que le feu passe au vert. Donc les transports en commun, on peut les améliorer, mais il n'y a pas de projet de nouvelle ligne Métis globalement, sauf pour aller jusqu'à l'hôpital Schumann. Voilà ce qui est programmé dans le court terme. S'agissant de la circulation, le quartier est caractérisé, ça a été étudié, éprouvé, comme étant un entonnoir pour des populations, des milliers et des milliers d'habitants de l'agglomération messine qui vont prendre l'autoroute à l'autoroute de Metz-Centre. Et l'objectif est d'arriver à ce qu'il y ait une partie d'entre eux qui ne soient pas traversant dans le quartier, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire du quartier d'ailleurs, qui passent uniquement au milieu, en rendant les choses difficiles. Et pour ceux qui veulent prendre l'autoroute, de passer par les voies de contournement, la voie de contournement qui a été faite et qui est destinée justement à cet usage. Ça a été une stratégie. Il faut arriver à rendre ce quartier habitable, c'est-à-dire à faire en sorte que les 30 000 personnes qui traversent actuellement le quartier pour rejoindre l'échangeur de Metz-Centre soient moins nombreux. Et pour ça, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il soit possible de vivre dans ce quartier. Je prendrai un seul exemple. Il se trouve que j'ai ma petite famille qui habite ici à travers une de mes filles et ses enfants. Eh bien, on ne peut pas aller à l'école à pied, c'est impossible, parce qu'il faut traverser, dans l'espace qui est situé devant le lycée Louis-Vincent, il faut traverser 5 ou 6 voiries automobiles, c'est complètement impossible. Et donc, aucune mère de famille, enfin aucun parent, n'envoie ses enfants seuls à l'école. Je prendrai l'exemple même qu'on a réussi à régler. La petite école maternelle Jean Morette, jusqu'à présent, allait traverser la Contine et il fallait traverser la route, c'était toute une aventure. On a pu les installer dans une salle du club Marie-Clotilde, le club senior Marie-Clotilde, tout simplement pour leur éviter cette traversée, cette aventure. Et donc on a un gros problème de ce côté-là. La circulation sera apaisée avec le projet Bon Secours, puisque c'était étudié et organisé. Oui, la situation changera radicalement, de façon à faire de ce quartier un quartier où on peut vivre. Il me reste 1 minute 15 s'agissant du stationnement. Le stationnement est un objet toujours très important. Je vous explique quand même, pour avoir une certaine expérience maintenant, qu'une place gratuite, c'est une place qui est déjà occupée en ville. Elle est déjà occupée, éventuellement par une voiture ventouse. Et donc, des places qui ne sont pas d'une façon ou d'une autre, contraintes à une mobilité, eh bien, sont squattées, comme on dit, y compris par des gens qui habitent qu'à l'extérieur, qui mettent des voitures en vente, etc. Et donc, la réalité, c'est qu'on est obligé, et pour les commerçants, s'ils veulent avoir des clients, il faut absolument avoir des places disponibles devant chez eux, donc des places payantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre partout des places payantes, là où on peut gérer un espace gratuit. Et il y en a dans un quartier d'espace gratuit, mais c'est tout le temps plein. Prenez la rue de Toul, par exemple, qui est une rue gratuite, et bien la rue de Toul, elle est tout le temps pleine, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent de l'extérieur, qui s'installent là, puis qui prennent un transport en commun pour aller en ville, et des stratégies individuelles qui viennent démonter tous les beaux mécanismes de la vie tranquille près de chez soi. Donc, nous ferons en sorte que, effectivement, le stationnement résidentiel partout se développe. Le stationnement résidentiel marche très bien. Et en ce qui concerne la gestion du stationnement, il y a tout ce qu'il faut de prévu à la fois dans le parking existant devant le lycée Mauduit, et puis, deuxièmement, il y aura tout ce qu'il faut, bien entendu, dans le projet Bon Secours, pour que tous les gens qu'on installera là puissent se garer. Merci. Monsieur Maréchal. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis très content de discuter avec vous et je vais essayer de placer le problème des transports dans la perspective qui est la nôtre. À partir de l'intitulé de ma liste, à Metz l'humain d'abord, qui se décline en 3 versants, citoyenneté, écologie et solidarité. Et je crois que le thème du transport et du déplacement peut permettre de préciser concrètement nos objectifs. Il faut penser le transport dans le cadre des objectifs qui sont les nôtres. Assurer l'avenir de la planète et permettre le droit au transport pour tous. Ce que si, comme on est tous des gens responsables, des parents soucieux de l'avenir de la planète qu'on va laisser aux enfants, aux petits-enfants, il faut forcément avoir pour objectif premier la préservation de la planète, donc la volonté de réduire l'effet de serre, donc la volonté de réduire la circulation. Et nous faisons donc le pari de développer le transport en commun, qui permet à la fois d'assurer le droit au déplacement pour tous, mais qui permet en même temps de limiter l'effet de serre. Pour cela, première nécessité absolue, sortir les politiques publiques de l'austérité
il n'y aura pas de réponse de qualité si on n'a pas les financements nécessaires pour offrir l'offre de transport qui correspond aux besoins de la population, aux familles, aux salariés. Et la question du transport ne peut pas se penser à l'échelle d'un quartier, elle devrait plutôt se penser à l'échelle de la ville, de l'agglomération et au-delà. Car je sais qu'ici, même dans ce quartier, il y a des gens qui parfois font 40, 50 ou 100 km par jour pour aller travailler, notamment au Luxembourg ou dans d'autres secteurs. Donc, si nous voulons être cohérents, il faut tenir compte de tout ça. S'agissant de l'offre de transport, effectivement, nous souhaitons passer d'un bus à haut niveau de service à un réseau à haut niveau de service. Et donc, ce qui est prioritaire, c'est d'offrir, quel que soit son lieu d'habitation dans l'agglomération, une offre de service de meilleure qualité. Et il est vrai que la mise en place du Métis a, pour certains quartiers, amélioré l'offre. J'en suis le bénéficiaire puisque j'habite sur la ligne. Et en même temps, ça a créé une offre dégradée pour un certain nombre de quartiers. Je ne vais pas les citer tous. Pourquoi ? Parce que la politique des transports est victime de l'austérité budgétaire. Et en même temps, elle est victime d'une non-maîtrise publique. Donc, pour aller vers l'amélioration de l'offre, il faut à la fois dégager des financements supplémentaires et en même temps se donner des objectifs de développement durable. S'agissant des propositions concrètes, la tarification. Pour nous, la gratuité des transports urbains est un objectif, mais la première nécessité, c'est de l'amélioration de l'offre. Et il faudra dégager des financements supplémentaires. On y reviendra peut-être quand on parlera des propositions du Front de gauche, s'agissant de la fiscalité locale et de la nécessité d'avoir des dotations qui permettent aux collectivités publiques de financer des services publics que les habitants sont en droit d'attendre. Première proposition, donc, assurer la gratuité des transports en premier lieu pour la population scolaire. Ça coûte 1,2 million d'euros par an. On peut les trouver en réduisant la rémunération de ce délégataire qui s'appelle Keolis, dans l'exploitation technique, nous coûte 750 000 euros. Et en même temps, parce que les familles sont victimes de la politique d'austérité, il faut que le budget propre de Metz Métropole contribue à cette gratuité pour les familles. Deuxième proposition concrète, là aussi c'est une volonté pour nous à la fois d'améliorer l'offre, mais en même temps de doper la fréquentation, la mise en place d'un pass-tribu généralisé à toutes les familles. Pour les gens qui vont le samedi sur un parking relais venant de l'extérieur de la ville, ils ont la possibilité d'avoir un pass à 5,20 € qui permet à l'ensemble des occupants d'une voiture, 5 personnes en principe, à pouvoir faire un aller-retour du parking relais au centre-ville. Nous proposons la mise en place d'un ticket famille, probablement moins cher que 5,20 €, qui permettrait aux parents accompagnés par des enfants de bénéficier de la gratuité pour ces mêmes enfants. C'est une mesure qui permettrait à la fois de permettre aux familles de prendre plus facilement le bus et en même temps de réduire le nombre de fois où on est obligé de prendre sa voiture. L'objectif premier, ça reste quand même, et je pense qu'on est tous conscients, la volonté de réduire la circulation. C'est un élément important pour la qualité de vie du quartier, mais c'est aussi un élément important pour la qualité de la ville. S'agissant du stationnement, proposition concrète. Le Front de gauche propose, au fur et à mesure que les délégations de stationnement et de parking public arrivent à échéance, la constitution d'une grande régie publique du parking pour soustraire l'activité de parking à des sociétés lucratives et pour que 100% de l'argent payé par les utilisateurs de parking soit géré en toute transparence dans le cadre d'une régie publique avec une transparence et une capacité donc de jouer sur l'offre sur l'ensemble de la ville. Voilà, j'ai un peu débordé, excusez-moi. Merci, M. Maréchal. M. Rousseau. Merci. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de commencer par ne pas remercier les 4 autres candidats ici présents pour avoir accepté ma présence, puisque j'estime que c'est la moindre des choses. Et je tiens à vous faire remarquer également qu'il manque un autre candidat, le candidat qui représente la liste lutte ouvrière. Depuis que je suis arrivé ici, c'est-à-dire à peu près 1 heure, un petit peu moins,
On m'a dit fais attention, tu viens dans un meeting de Dominique Gros. D'autres personnes m'ont dit fais attention, c'est une association Marie-Jo Zimmermann. Bon bref, je ne sais pas où je mets les pieds. Merci. Je ne sais pas où je mets les pieds, mais c'est pour vous donner un peu le contexte, l'ambiance du marigot politique local. Que les adhérents de Ville Nouvelle se rassurent, je ne crois pas que je suis dans un meeting de Dominique Gros ou de Marie-Jo Zimmermann. Je disais simplement ce que j'ai entendu depuis que je suis ici. Voilà, c'était juste pour vous donner en fait l'ambiance vue des coulisses. Alors, je tiens également à solliciter votre indulgence, puisque, contrairement aux autres candidats, je n'ai pas été destinataire du questionnaire qui leur a été adressé et qui, je suppose, suggérait au moins quelles étaient les attentes des habitants du quartier. Et étant donné que mon invitation a été conformée à 14h et que j'ai connu l'ordre du jour de la réunion il y a à peu près 45 minutes, forcément ce soir je vais être dans l'obligation d'improviser un petit peu. Ça m'évitera d'être démago. Je vais improviser, mais en m'appuyant quand même sur le programme de la liste Basta, de 32 pages, donc j'ai largement de quoi faire. Et donc, lorsque j'ai appris que j'étais le bienvenu ce soir, lorsque je l'ai appris à 14h, pour éviter de me faire complètement croquer, j'ai été amené à faire quelques recherches sur justement le questionnaire, l'association Ville Nouvelle, à partir de l'article du Républicain Lorrain. J'ai fait ça au travail avec la bénédiction de mes employeurs et je tiens à les en remercier, puisque contrairement aux autres candidats, je travaille. Les autres candidats travaillent aussi, mais je suis encore salarié. Et donc j'ai découvert que votre association était très fréquentée, on dit même, c'est la presse qui le dit, plus fréquentée que le conseil de quartier, et ça me fait très plaisir, puisque par rapport aux gens qui font partie de la liste Basta, nous sommes très attachés à ce que nous appelons la démocratie directe. Et donc lorsqu'une association de quartier est très dynamique, et qu'elle fait des propositions très concrètes, on ne peut que s'en féliciter, et s'appuyer directement, concrètement sur ces propositions pour construire la politique municipale. Et j'ai découvert avec un grand plaisir que les souhaits des habitants du quartier, en fait, recoupaient complètement les vœux que nous avions formulés dans un article du Républicain Lorrain qui concernait votre quartier, à savoir le maintien d'un certain nombre de services publics sur le quartier, la question d'une maison des associations qui apparemment vous tient à cœur, et la question du mixte résidentiel. Pour revenir directement au sujet aux questions qui nous sont posées, qui sont posées aux candidats sur la question du transport, la liste Basta est favorable, prône la gratuité totale des transports en commun. Il ne s'agit pas d'une mesure utopiste. Il faut savoir que cette proposition a déjà été mise en place dans une vingtaine de villes en France. Et c'est absolument pas démagogique. Parce que la gratuité est quelque chose de totalement improbable dans une société qui est à tout marchandisé. C'est très compliqué d'aller dans la rue, de proposer la gratuité de quoi que ce soit d'ailleurs aux électeurs, parce qu'ils pensent que la chose est infaisable et que c'est une mesure démagogique. Et donc par conséquent, c'est pas franchement une mesure qu'on propose simplement parce que ça serait susceptible de nous rapporter des voix. Ce serait franchement un très mauvais calcul. Si nous la proposons, c'est parce que nous estimons effectivement que la question de la voiture dans des villes comme Metz, c'est quelque chose qui doit être très clair. La voiture doit nécessairement reculer dans les villes. Alors après, effectivement, les candidats inventent des formules pour adoucir cette vérité qui est apparemment difficile à entendre de la part d'un certain nombre d'électeurs, mais on ne peut pas faire autrement. Et proposer, comme le fait Mme Grelet, de revenir en arrière et de libéraliser le stationnement, c'est complètement suicidaire puisque ça paralyserait le quartier. Voilà. Et les questions qui sont liées aux déchets, à la propreté et à la sécurité. C'est encore un vrai défi d'évoquer ces trois axes en 5 minutes. Et quelles seraient vos priorités en la matière si demain vous étiez amené à être élu maire de Metz, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois, si vous voulez, que vivre en tranquillité dans un quartier, c'est effectivement se sentir en sécurité.
Et lorsque j'entends les uns et les autres dire on a un sentiment d'insécurité, ça veut dire qu'il y a de l'insécurité. Voilà. Et ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut à la fois de la prévention, c'est-à-dire mettre sur le terrain des personnes de proximité qui sont en capacité d'éviter les problématiques de sécurité et de la répression et de la présence policière. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'ensemble de la ville de Metz, je souhaite mettre en place à nouveau la police municipale, d'abord 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Tout simplement parce que il me semble que tous les quartiers sont concernés par ce climat d'insécurité. Tous les quartiers aujourd'hui nous font remonter, tous les habitants des quartiers de la ville de Metz nous disent qu'il y a ce sentiment d'insécurité, donc il y a la prévention avec ces agents de proximité, il y a la police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis je crois qu'il doit y avoir un développement de la vidéosurveillance. Pourquoi ? Non pas pour contrôler les gens honnêtes, mais simplement pour donner là aussi ce sentiment d'insécurité et savoir que cette vidéoprotection, elle a bien entendu un relais avec la police municipale qui est en capacité, au moment où se passe l'incident, d'intervenir immédiatement ou, s'il y a l'agent de proximité, d'être en capacité de faire le relais avec la police municipale, avec le lien, la police nationale également. Je crois, si vous voulez, qu'il faut dédramatiser la sécurité, dédramatiser cet esprit et ce climat d'insécurité, tout simplement par une grande prévoyance. Et cette grande prévoyance, elle passe tout simplement par cette police, par cette vidéosurveillance. Ce qu'il y a également, et vous m'avez posé la question, notamment sur les structures d'accueil, d'hébergement pour personnes en situation de précarité, je crois que là aussi, il y a des structures. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est veiller à une bonne gestion de ces structures. Respecter ces structures, elles existent, et les accompagner également dans le dialogue, dans le besoin de vivre également en sécurité et en paix dans le quartier. Au niveau de la propreté, je crois, si vous voulez, qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui, un travail à faire en lien, bien entendu, avec Metz Métropole. Parce que la propreté dépend de Metz Métropole. Or, aujourd'hui, c'est vrai que depuis un certain nombre de mois et d'années, depuis 2008, j'entendais les uns et les autres dire « c'est sale ». Alors, c'est vrai que depuis un mois et demi et 2 mois, la ville commence à être un petit peu plus propre parce que oui, on nettoie, oui, on a les voitures des nettoiements qui sont partout. Alors, tant mieux, pourvu que ça dure, et je peux vous assurer que le 31 mars, maire, je serai en capacité de continuer les mêmes opérations qu'il y a aujourd'hui sur l'ensemble des quartiers. Au niveau de la containerisation, pardon, excusez-moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait véritablement des points d'apport volontaires enterrés. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a eu déjà au niveau de ces points d'apport, il y a eu des disparitions de places de stationnement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment donner l'envie aux gens d'aller vers ces points d'apport volontaires, les enterrer, parce qu'il y a aussi un respect du voisinage à avoir. Ce que je souhaiterais aussi, c'est vous dire qu'au niveau notamment des déchets verts, il faut dresser d'abord un bilan financier pour ne pas augmenter inconsidérablement le niveau de la redevance, mais il faut effectivement, là aussi, avoir
des sacs appropriés, et non seulement des sacs appropriés, mais un passage régulier, pourquoi pas une fois tous les 15 jours, peut-être accentué au moment de la tonte plus régulière, mais je crois que là-dessus, il faut avoir non seulement une réflexion, mais une action. Merci. Madame Gourlet. Merci. Moi, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'avoir reçu un questionnaire de votre association, quel que soit son intérêt, pour savoir quels sont les problèmes du quartier. Il suffit de faire sa campagne comme nous le faisons depuis quasiment un an, pour entendre ce dont les citoyens se plaignent, ce que les citoyens attendent, et pour réfléchir avec eux aux solutions que l'on peut apporter. Donc, étant en campagne, j'entends évidemment les citoyens qui s'inquiètent, par exemple, en effet, de ce problème de la conteneurisation des déchets. Personne n'a envie d'avoir des grands bacs verts devant chez soi. Personne n'a envie de ressembler à la ville de Montigny, qui a été la première dotée. Parce que c'est un quartier urbain où on a le souci donc d'avoir des locaux adaptés. Donc nous estimons que ces conteneurs ont une emprise trop importante sur le paysage, surtout dans un quartier tel que celui-ci, et qu'ils dénaturent en quelque sorte le quartier. Et quand on interroge Metz Métropole sur le sujet, on nous dit que rien n'est engagé, qu'une enquête sera faite dans chaque foyer pour savoir quels sont les besoins de chacun, et que le choix sera fait par chacun. Alors j'ai du mal à croire à cette vision magnifique. Je crois que certains attendent les élections pour annoncer un petit peu ce qui a été déterminé. La question de la propreté, en effet, elle se pose dans toute la ville. Je crois que c'est une question de civisme individuel. Et également, comme la crainte du gendarme et le commencement de la sagesse, c'est une question de présence d'uniformes dans les rues, et pas seulement dans le centre-ville, qui peuvent inciter certains à la propreté sur les voiries. Notamment mettre des distributeurs de sachets, des poubelles en nombre suffisant. Donc nous voulons restaurer cette présence visible de la police municipale dans les rues. Par exemple, par cette mesure de créer un équipage canin, une brigade canine qui permettrait de libérer une personne sur 3, un équipage étant composé de 3 policiers. Ça permettrait à effectif constant d'avoir donc une présence supplémentaire dans tous les quartiers et à toutes les heures. Alors pas 24 heures sur 24, parce que même les policiers eux-mêmes ne le réclament pas, mais jusqu'après l'heure de fermeture des établissements de nuit, de façon à assurer ce qui ressort donc de la police municipale. Après, on laisse la place à la police nationale, mais avec une présence plus importante, notamment aussi donc le fait que les ASVP qui actuellement s'occupent de la verbalisation pourront, étant libérés donc de cette tâche de taxer l'automobiliste, seront plus disponibles pour libérer les policiers de leurs tâches administratives et leur permettre d'être, eux, plus sur le terrain. C'est ce que tout le monde demande. Donc cela me mène au problème de la sécurité et donc des structures d'hébergement. Alors moi je fais une différence entre 2 structures qui sont qui n'ont pas du tout les mêmes vocations. Alors la Fondation Abbé Pierre, qui a une action tout à fait utile et nécessaire pour proposer des services à ceux qui sont dans la rue et dont on doit s'occuper. Alors il y a sans doute un problème, ça j'entends bien ce que me disent les riverains, un problème de cohabitation. Est-ce que le lieu a été bien choisi, un endroit où il y a une population déjà dense? Il y a des nuisances sonores notamment. Et ça, c'est une question de surveillance, de bonne gestion et puis de soutien à cette association pour qu'elle puisse travailler. Peut-être choisir un emplacement plus adapté, mais elle a son utilité parce qu'elle rend un service social important à nos concitoyens. Et je fais une différence avec le deuxième problème que se posent les habitants donc, du quartier Nouvelle-Ville, c'est celui donc, du foyer Adoma de la rue Drogon. Alors là, les habitants ont un petit peu l'impression déjà de ne pas être trop aimés par la municipalité et se demandent pourquoi on leur a infligé donc, cette cohabitation avec des pseudo-demandeurs d'asile qui sont arrivés en grand nombre dans la ville, qui sont relogés systématiquement à chaque fois qu'ils arrivent à nouveau. Et il est anormal qu'on fasse subir à un quartier des difficultés
de cohabitation avec des personnes qui évidemment arrivent sans rien, et ça n'est pas à elles que je m'en prends évidemment, mais c'est aux responsables politiques qui les ont fait venir ou qui acceptent leur présence. Donc ce que nous souhaitons évidemment, c'est qu'une pression soit faite sur la préfecture pour cesser ce problème donc d'arrivée et d'afflux de demandeurs d'asile, et également donc au niveau municipal, que tout soit fait pour éviter de servir d'appui à cette arrivée, et notamment arrêter de subventionner les associations qui les font venir et qui les soutiennent. Merci Madame Bourlet, on va passer, s'il vous plaît. Merci, je vous demande maintenant 5 minutes d'attention pour Dominique Gros, s'il vous plaît, sur le même axe. Eh bien écoutez, je vais essayer de traiter les trois sujets, les déchets ménagers, la propreté et la sécurité, et un petit peu l'écologie en passant. Alors, ça a été dit, la collecte des ordures ménagères est gérée par Metz Métropole. Une règle s'impose à nous, il est désormais interdit de forcer des gens à courir derrière des camions, à ramasser des sacs par terre et à être hors circuit physique à peu près autour de l'âge de 40 ans, comme ça se pratique encore ici à Metz. Premièrement. Deuxièmement, des sacs posés par terre, tels qu'ils ont été, j'ai dit beaucoup trop longtemps ici à Metz, sont régulièrement ouverts, répandus avec des jus qui coulent. Il y a des problèmes d'hygiène évidents. Et donc, la réforme qui est en train de se faire, c'est une réforme qui s'est produite déjà dans la plupart des villes. Là-dessus, on n'est pas en avance. Et nous avons eu l'avantage, en étant en quelque sorte les derniers, de pouvoir travailler avec l'expérience des autres. La première règle a été qu'on met au maximum là où l'habitat est dense et où il y a de la place dans le sol, des points d'apport volontaire. Il y en a déjà 40 ou 50 qui sont installés à Metz. Il faut se promener un peu pour le savoir. 40 ou 50 qui sont installés à Metz, et certains depuis déjà 5 ans. Et ça fonctionne très bien, à condition que les citoyens autour s'y adaptent et fassent l'effort d'aller porter leurs sacs, leurs bouteilles, leurs papiers à recycler, leurs emballages, jusqu'à ces points-là. Deuxièmement, après ça, ce sont des conteneurs qui sont mis à disposition. Soit il y a de la place dans les immeubles, et il y a un local qui a été adapté pour ça, où c'est une maison individuelle avec un jardin. À ce moment-là, c'est des petits conteneurs, et puis qui sont rentrés chez les gens. Soit c'est pas possible, et à ce moment-là, c'est vrai, il y a la nécessité d'installer des îlots avec des protections. Vous avez vu ce qui s'est passé à Montigny, ça n'a pas été forcément bien négocié parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de discussions préalables avant la mise en service du système, mais globalement, on peut très bien adapter ces systèmes-là, et de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'on ne fera plus autrement que de mettre dans des conteneurs les sacs d'ordures ménagères, le reste est interdit. Donc voilà comment ça se passe. La propreté, nous sommes une ville qui sommes relativement bien équipés en matériel de propreté. Il y a des innovations techniques tout le temps. Nous effaçons les tags sans demander aux propriétaires. Et ça marche très bien parce qu'on n'a jamais de plainte. Les gens ils sont contents. On laisse tout de suite les tags. Et c'est les taggeurs qui sont mécontents parce que le lendemain ou sur le lendemain, ils passent et leurs tags ont disparu. Il y a de la prévention. Il faut expliquer. Il y a tout un tas de gens qui considèrent que jeter des mégots, jeter des chewing-gums, faire crotter son chien, c'est normal. Il y a de la prévention, il faut expliquer. Et puis, il y a de la répression. Il faut mettre des amendes, mais ça peut être vers la mobilette qui fait du bruit parce qu'on a enlevé le pot d'échappement. Ça peut être quelqu'un qui fait faire son chien n'importe où. Ça peut être quelqu'un qui met son sac poubelle n'importe quand, notamment le dimanche matin, même quand il y a du ramassage les 6 autres jours de la semaine, et qui pollue ainsi le paysage urbain. Donc, les trois sont à prendre en considération. Le deuxième sujet, c'est celui de la propreté. C'est déchets et propreté. Je pense que les déchets verts, ça relève plutôt du CCAS, parce que des gens qui ont un jardin et qui le taillent, qui le tondent, ça veut dire qu'ils ont les capacités à faire ça, et on peut trouver des moyens d'aller conduire jusqu'à une déchetterie ces déchets verts et faire des composteurs. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des vraies difficultés, comme pour le déneigement, c'est possible de s'adresser au CCAS et de régler la question. S'agissant de la sécurité est un sujet qui est extrêmement important. Nous sommes une des villes de France qui a le plus de policiers par habitant, et nous sommes la ville de France qui collabore le plus avec la police nationale. On a fait 77 opérations cette année, et les statistiques de la police, que le ministre de l'Intérieur s'appelle Nicolas Sarkozy ou Valls, eh bien ça donne une baisse de 35% depuis 6 ans. C'est comme ça. Maintenant,
le sentiment d'insécurité peut exister, et je le reconnais. Et deuxièmement, chaque fois que quelqu'un se fait cambrioler, surtout qu'en général ça se passe en pleine journée, les cambriolages, contrairement à ce qu'on imagine, eh bien les gens, ça leur déplaît à l'évidence. Et donc il s'agit pour nous d'améliorer la question de la sécurité, et j'ai l'intention de proposer que les comités de quartier fassent preuve de leur expertise. Ils ont fait leur expertise dans beaucoup de domaines. Ils peuvent avoir une expertise particulière dans le champ des incivilités et de la tranquillité publique. Et donc, j'ai l'intention de mettre en place des conseils, comme il existe un CLSPD au niveau de la ville, de mettre en place des conseils dans les comités de quartier, particulièrement tournés vers les problématiques de sécurité et de tranquillité publique et de prévention. J'ai rien contre les caméras, il y en a déjà 200 dans la ville, hein, voilà, je vais un peu vite. Et puis enfin, s'agissant de la police municipale, leur rôle véritable est d'être en proximité de la population, de tenir des permanences et de pouvoir relayer vers la police nationale en faisant le maximum de prévention et de répression sur des faits d'incivilité. Le grand banditisme, et notamment la nuit, les policiers nationaux ne demandent pas la présence de la police municipale la nuit, je vous le confirme, c'est comme ça. Madame Grolet l'a dit, je confirme. Et donc nous resterons dans des tâches qui sont des tâches plus de proximité de la population et de relais, de travail en commun avec la police nationale. Oui, merci Monsieur Gros, Monsieur Maréchal. Oui, s'agissant de la question du cadre de vie, de la question de la propreté et donc de la question de la qualité de vie en quelque sorte, il faut le placer dans un contexte qui est quand même celui d'une société qui tend à produire de plus en plus de déchets du fait d'une logique économique qui produit des choses de plus en plus jetables avec une durée de vie de plus en plus réduite. Donc les collectivités locales héritent d'une situation qui pour l'essentiel est liée à des grands moteurs économiques qu'il faut remettre en cause. Si on veut penser l'avenir de la ville, si on veut penser l'amélioration du quotidien, il faut aussi parfois s'interroger sur les responsabilités des uns des autres. Autrement dit, les industriels produisent beaucoup de produits, beaucoup d'emballages, et au bout du bout, c'est les consommateurs, les collectivités publiques qui héritent du lourd fardeau. Si on veut améliorer la collecte des déchets, il faut aussi l'améliorer dans la perspective là encore, une maîtrise durable, du développement durable, de la capacité qu'on a à mieux valoriser. Donc il faut absolument valoriser les filières de tri et la capacité, y compris du ménage jusqu'aux filières industrielles, la capacité d'orienter les déchets entre ceux qui sont effectivement déchets verts, ceux qui peuvent éventuellement être utilisés, et c'est possible à un terme à l'échelle d'une agglomération. La communauté de Port-de-France, par exemple, a mis en place une usine de méthanisation à partir des déchets verts collectés sur la communauté d'agglomération de Forbach. Donc je pense que là, effectivement, s'agissant des déchets verts, qui ne sont pas que des déchets liés au jardin, mais qui sont tous les déchets qui sont du compost, il y a des choses peut-être à penser et à activer, mais ça suppose des investissements publics, ça suppose aussi un travail d'éducation vis-à-vis des familles, et ça suppose ensuite une maîtrise. Et donc, ça suppose aussi, là aussi, si on veut améliorer le niveau de ville, tout en tenant compte de ces exigences que je viens de dire, voilà, on ne peut pas aujourd'hui se contenter de rejeter sans s'occuper de l'avenir des déchets. Il faut aussi penser financement public. J'ai en mémoire, il y a quelques jours de cela, un article qui parlait du budget de Metz Métropole où M. Boll annonçait qu'il fallait se serrer la ceinture. Et lorsqu'une communauté d'agglomération qui est en charge de services publics essentiels, quand elle est soumise à des contraintes budgétaires qui viennent du désengagement de l'État, elle tape parfois dans des services publics qui sont essentiels. Et là, on ne peut pas tenir le même langage. Améliorer le niveau de ville sur la propreté, l'entretien des villes, la proximité des agents municipaux, et en même temps accepter sans rien réagir les politiques d'austérité. Je donne un seul chiffre pour cadrer les choses. La ville de Metz, cette année, elle a perdu 1 million de la dotation de l'État. Et probablement, l'année prochaine, on perdra entre 1 et 2 millions d'euros.
Si les collectivités locales, la population, d'un même élan, ne refusent pas les politiques d'austérité, que deviendra-t-il de notre capacité à vivre ensemble et de notre capacité d'avoir des services publics pour répondre aux besoins essentiels de la population? Et il ne m'appartient pas à moi de catégoriser, de hiérarchiser les services publics qui sont tous essentiels. L'éducation, l'entretien, la propreté et la sécurité. S'agissant d'insécurité, d'abord, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. La grave crise économique favorise le terreau sur lequel naissent des trafics et des comportements délinquants en tout genre. Si on ne s'attaque pas à la crise, à celle qui jette à la rue des milliers de personnes chaque jour, on ne pourra pas résoudre sérieusement les problèmes de sécurité, on ne pourra pas répondre à votre aspiration légitime de tranquillité publique. Et s'agissant de la tranquillité publique, là aussi, prévention, dissuasion, répression. Mais là aussi, logique de service public, logique d'égalité de traitement de toute la population vis-à-vis de ces services publics, et logique aussi de dire, voilà, nous voulons un niveau de service équivalent, nous voulons le faire progresser, alors discutons ensemble des moyens nécessaires, de la fiscalité et de qui doit faire l'effort. Et s'agissant des problèmes qui peuvent être supposés créés par certaines personnes en difficulté, moi je suis plus pour lutter contre la misère, pour la faire disparaître, que de mettre en accusation des gens qui sont vraiment dans des situations de détresse totale. Merci, monsieur le maréchal. On va donner la parole si vous voulez bien transmettre votre micro, monsieur Rousseau. Merci. En matière de sécurité, je propose le doublement par 2 des effectifs de la police municipale et elle devra travailler 32 heures sur 24. Je propose également de placer une caméra de vidéosurveillance à peu près tous les 100 mètres et évidemment il faudra virer les pauvres et les étrangers dans le quartier d'à côté et si possible beaucoup plus loin. Basta la politique sécuritaire. Plus on multiplie les dispositifs de vidéosurveillance et plus on accroît le sentiment d'insécurité. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de délinquance à Metz. Évidemment qu'il y a de la délinquance à Metz, il y en a même ailleurs. Et malheureusement, il y en aura sans doute encore demain. La délinquance, elle est du ressort de la police nationale. Et pour une partie d'entre elles, elle se résorbera par la résorption des inégalités qui ont explosé dans notre pays ces 30 ou 40 dernières années. Sur ce sujet, on n'est pas foutu de trouver un toit aux gens qui dorment à la rue à Metz, qui parfois dorment pendant 3 ou 4 mois dehors, hommes, femmes et enfants, en train de crever de froid et de faim, alors qu'il y a plus de 6000 logements vacants dans notre ville, à peu près 10% du parc locatif. Le maire a la possibilité réglementaire de taxer les logements vacants pour forcer leur remise sur le marché locatif. Cette mesure, elle ne bénéficiera pas uniquement aux demandeurs d'asile, mais également à la plus grande partie des médecins qui sont amenés à payer un loyer. Et le niveau des loyers est bloqué à un niveau supérieur à son niveau normal, justement, par rapport à ces logements vacants qui pèsent sur le marché locatif. Au sujet de la question des déchets, au niveau de la liste Basta, nous considérons que la question des déchets est primordiale au niveau des enjeux environnementaux qui doivent être traités par une collectivité territoriale comme la ville. Actuellement, on incinère les déchets. Ça n'a pas dit, ça a été peut-être dit, je ne sais pas. Enfin, je vous le répète, on incinère les déchets à Metz, à vol d'oiseau 500 mètres de la mairie et de la cathédrale, c'est-à-dire du centre-ville. Alors, on incinère quoi? On incinère les déchets de Metz Métropole, les déchets ultimes, mais également, et c'est moins connu, une bonne partie des déchets recyclés que nous recyclons tous, qui partent également dans l'incinérateur parce que cette bête-là, elle est capricieuse et qu'elle a besoin d'équilibre entre matière sèche et matière humide. Et pendant que nous faisons l'effort de trier à la maison, une partie de ces déchets sont également brûlés. Et également brûlés à 500 mètres du centre-ville de Metz, à peu près le quart des ordures ménagères du département de la Moselle avec la bénédiction du Conseil général et du maire de Metz.
Tout ça pour s'enorgueillir fièrement, grâce à la cogénération, de produire du chauffage urbain pour aller alimenter le chauffage de passoires énergétiques comme au Pontifroy. Oui, j'ai habité le Pontifroy, j'ai encore des amis qui habitent au Pontifroy, et la seule façon de régler la température au Pontifroy en hiver, la chaleur parce qu'il fait trop chaud dans les logements, en fait, c'est d'ouvrir les fenêtres. Alors, la priorité en matière de déchets, c'est de réduire les déchets à la source. Réduire les déchets à la source. Et pour cela, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. En ce qui concerne les ordures ménagères, non seulement nous sommes favorables à la conteneurisation, mais également, parce que c'est l'étape qui vient après, à la mise en place de la pesée embarquée. La mise en place de la pesée embarquée. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est une horreur qui est appliquée à 60 km d'ici, il suffit de passer la frontière depuis un certain nombre d'années. La pesée embarquée qui consiste en fait à responsabiliser chaque citoyen par rapport à la quantité de déchets qu'il produit et à mettre en place une taxe d'ordures ménagères qui ne soit pas plus ou moins forfaitaire comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui soit proportionnelle à l'effort consenti. Et évidemment, par rapport à la question des déchets verts, mais là, M. Maréchal a quasiment tout dit, non seulement il faut travailler à la collecte des déchets verts, mais également à l'ensemble des déchets fermenticibles, qui sont d'ailleurs très difficilement digérables par l'incinérateur, en mettant en place une unité de méthanisation. Et là, avec, on nous dit, mais c'est pas possible, sauf que ça a été fait à 40 km d'ici, du côté de Forbach. Donc apparemment, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Merci Monsieur Rousseau. Nous abordons maintenant le troisième sujet consacré à l'attractivité du voie par rapport à l'objectif que l'on a pour l'avenir de nos enfants. Je crois que c'est par là qu'on commence. Et là, je dirais que par rapport notamment à la culture, je souhaiterais vivement que dans ce quartier, on développe encore plus la MJC de Metz-Sud. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle offre aujourd'hui tous les services de la petite à enfant jusqu'aux seniors. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de mener cette réflexion sur cette attractivité du quartier, à la fois au niveau de l'enfance, au niveau des personnes âgées, et savoir que la famille doit être véritablement le cœur de métier et également du travail de réflexion que l'on doit mener dans un quartier pour bien y vivre. Il faut qu'il y ait des réponses à toutes les attentes par rapport, je dirais, à cette attractivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que pour bien vivre, il faut également avoir une réflexion sur l'économie de ce quartier. Et là, je dirais que les 6 années qui viennent de se passer, on a assisté à une dégradation de l'ambiance économique dans la mesure où, à la fois au niveau des commerces, mais pas seulement autour du quartier de Sainte-Thérèse, mais il y a la rue du Sablon, il y a la rue Pierre-Perrat, il y a, je dirais, tout l'ensemble du quartier qui a beaucoup souffert à la fois des travaux, mais aujourd'hui, il est nécessaire dans la réflexion que l'on doit mener sur le nouveau quartier de Bon-Secours, qu'il y ait une véritable étude par rapport à l'implantation des commerces, par rapport à des commerces de proximité, mais également, je dirais, cette nécessité que le commerce redynamise l'ensemble du quartier. On a des verrues vides et je crois que, si vous voulez, notamment les bâtiments qui abritaient la SNCF aujourd'hui doivent être décontaminés. Il doit y avoir une véritable réflexion à mener sur tout ce qui a disparu, mais par rapport à cela, mettre vraiment l'accent sur l'obligation que le quartier soit au centre d'une vie par rapport à l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble d'une population qui est également vieillissante.
En ce qui concerne également l'ensemble de l'économie, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un véritable bilan de l'activité commerciale pour être en capacité de répondre aux nouvelles attentes de ce nouveau quartier qui va se créer. Parce que dans le projet qui nous a été présenté, alors vous avez eu de la chance parce qu'il vous a été présenté avant nous au conseil municipal, et dans ce nouveau quartier, il est prévu entre 300 et 400 nouveaux logements. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion à mener dans tous les domaines, dans les domaines de l'accueil de la petite enfance, dans les personnes âgées, dans l'accompagnement de ces personnes. Et vraiment, il y a aujourd'hui une chance extraordinaire, oui, parce qu'il y a une création d'un nouveau quartier, il y a requalifié l'ensemble du quartier avec le pôle de Bon Secours, oui, mais par rapport à ce pôle, l'ensemble du quartier doit redevenir un quartier beaucoup plus attractif et un quartier où, je dirais, les familles se sentent bien. Merci, Madame Gourlet. Oui, le sujet central, finalement, qui a présidé à la création de votre association, c'était la requalification de Bon Secours. C'est bien pour ça qu'une association s'est créée et s'est mobilisée pour savoir ce qui allait se faire, et c'est normal que vous en soyez informés, que vous ayez participé. Maintenant, quand je vois comme on nous fait rêver avec ce grand projet qui est très séduisant sur le papier, mais qui n'est pas prêt de voir le jour, je suis assez abasourdie. Parce qu'il suffit de regarder la ZAC de l'amphithéâtre, la ZAC des coteaux de la Seille, il suffit de regarder les différents projets de la municipalité pour se rendre compte que le projet de Bon Secours n'est pas prêt de voir le jour. On nous l'annonce dans 10 ans, dans 15 ans, mais tout ça, ça supposerait que la situation économique soit meilleure, et surtout qu'on ait fait revenir des habitants dans la ville, qu'on ait résorbé les 6 000 logements vacants et qui demandent pour certains à être réhabilités. Ça supposerait que les 300 vitrines vides à Metz aient retrouvé preneur. Et donc pour nous, c'est la priorité évidente. C'est une question de bon sens. On ne construit pas des cellules commerciales, on ne construit pas des logements, on ne construit pas des mètres carrés de bureaux quand on a déjà un tel patrimoine, sans compter les friches hospitalières, les friches, parce qu'il y a aussi Saint-André, il y a aussi d'autres bâtiments, et les friches militaires que nous avons à réhabiliter en priorité. Donc ce beau quartier qui est très élégant sur le papier, je crois qu'il faut mieux le mettre dans la catégorie des rêves et partir sur du concret. On peut évidemment s'interroger sur la hauteur des bâtiments. Évidemment, il ne faut pas des bâtiments élevés qui défigurent notre ville à plusieurs endroits. On peut s'interroger sur le genre de commerce qu'on souhaite voir venir, des commerces de luxe, comme aiment bien certains adjoints et monsieur le maire. Mais surtout, la priorité pour nous, c'est donc de supprimer tous ces panneaux alloués à vendre, vacants, qu'on voit dans toute la ville, parce que ça, c'est un signal déplorable pour notre ville et c'est démoralisant. Ça, on peut le faire par une action toute simple, c'est de respecter l'argent que chacun donne par ses impôts, la contribution que chacun donne à la vitalité de notre ville, sans faire des projets faramineux qui pèsent sur l'attractivité de la ville, parce qu'on ne peut pas à la fois se payer un métis à 240 millions d'euros et donc aider les commerces, par exemple, à vivre et éventuellement donc aider à la baisse des loyers, aider à différents projets. Pour Bon Secours, donc il y a aussi un projet qui est déjà en cours, donc celui de la rue du 20e corps, donc l'école d'infirmières, non, c'est par ici, et les bâtiments donc qui appartenaient aux hôpitaux. Et là, j'ai pu constater qu'on nous annonçait, donc lors de la réunion de quartier du comité de quartier, la plénière, sur 50 logements, il n'en avait que 15 de vendus. Alors, c'est pas forcément la priorité de construire à nouveau des logements ailleurs.
Il y a aussi une résidence senior, mais pour seniors avec de l'argent, ce qui n'est pas le cas de tous les retraités, qui sont les principales victimes de la politique gouvernementale. Donc, sur ce terrain de bon secours, nous, ce que nous voulons, c'est donc dans les bâtiments historiques, mettre des équipements publics qui manquent cruellement dans le quartier. L'école est surchargée, il y a besoin de salles municipales. Nous n'avons d'ailleurs pas pu bénéficier comme vous, d'une salle dans le quartier pour faire une réunion publique comme dans les autres quartiers de la ville. Donc je suis bien consciente du fait qu'il y a besoin de salles municipales. Il y a besoin, peut-être pour en revenir à la culture, d'une bibliothèque, puisque c'est un quartier qui a beaucoup de familles, ça n'est pas un quartier vieillissant, pas du tout. Il y a des écoles, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a une école privée pas loin du tout. Et je suis assez triste quand je vois donc dans ce projet qu'on évoque, c'était dans le journal il y a 2 jours, qu'on évoque la possibilité de mettre des jeux pour enfants au cœur du quartier. Ben moi je crois que ce terrain, il faut le garder, il faut le verdir, ça sera aussi positif contre la pollution. Et il faut mettre un grand espace de jeu pour enfants qui soit sécurisé, un grand square, sur une partie du terrain, et avant de le polluer par des constructions qui ne sont pas indispensables actuellement. Merci Madame Goulet. Monsieur Gros. Bien. D'abord le site de Bon Secours. Je rappelle qu'une ville doit se reconstruire sur elle-même et que c'est la règle de base de l'urbanisme. Nous avons des grues qui tournent en ce moment sur l'usine des tabacs. Nous avons des grues qui tournent en ce moment sur l'ancienne maternité. Il faut faire le plus vite possible par rapport aux friches qui risquent de s'installer dans le paysage, comme on a connu pendant 30 ans le boulevard de Trèves ou l'Arsenal 3 à Devant-les-Ponts. Et la décision que nous avons prise est une décision qui consiste simplement à être réactif par rapport à une situation qui est sérieuse. Libérer 2,5 hectares au milieu d'une ville, eh bien, c'est un danger. C'est un danger de laisser s'installer dedans des vagabonds, d'avoir de la case, même des installations sauvages. Nous avons donc fait le nécessaire pour que ça aille le plus vite possible. Ce dialogue compétitif a abouti à un projet qui est magnifique. Et moi, je m'inscris complètement différemment de ce que je viens d'entendre. Je suis ambitieux pour Metz. Et nous avons effectivement, à la suite d'ailleurs de mon prédécesseur et de ceux d'avant, des projets et des projets qui continueront. Le projet Bon Secours est un projet extrêmement intéressant. Il correspond à la nécessité de faire un quartier-village ici. Un quartier-village. Alors que nous sommes essentiellement un quartier traversé par des grandes voiries. La rue du 20e corps américain, l'avenue de Nancy, ce sont des voies très très automobilistes et peu amènent pour la vie des gens. Et donc, nous avons besoin de faire une centralité et nous la ferons avec des salles associatives, avec une mairie de quartier, avec un gymnase, avec une école, avec une cantine et avec du périscolaire. Parce qu'effectivement, cette école-ci est trop grande, elle est trop importante, et nous ferons les équipements publics qui manquent, qui correspondaient d'ailleurs au cahier des charges, que l'association a souhaité. Et effectivement, il y aura également la possibilité de mettre des services de santé du genre médecins qui s'installent ensemble ou professions médicales. S'agissant de la culture dans le quartier, nous avons la MJCMS Sud, nous avons le théâtre de la Salle Braun. Il est clair que ces 2 équipements doivent continuer à prospérer. Mais nous pouvons aussi ajouter les grands événements messins qui peuvent se répercuter sur la place du Roi Georges ou sur la place de la Gare. Nous en avons d'autres. Et nous avons également de plus en plus de compagnies théâtrales ou de structures culturelles qui s'installent dans les quartiers et qui restent en résidence dans une école ou dans un collège pendant un certain nombre d'années, de mois. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas ici, et il peut y en avoir évidemment. Alors, s'agissant du patrimoine historique, qui est une question complémentaire qui a été posée, bien entendu la partie ancienne du site de Bon Secours sera préservée, mais surtout l'église Sainte-Thérèse sera mise en valeur. L'église Sainte-Thérèse, pour l'instant, n'a pas de parvis. Elle n'a pas de parvis. Elle est exceptionnelle, cette église. C'est de l'architecte expert. Et cette église mérite toute l'attention. Je le dis ici, la ville de Metz fera tout ce qu'elle peut pour aider le conseil de fabrique à résoudre les problèmes très graves qu'il rencontre techniquement dans l'église Sainte-Thérèse. Je m'en suis entretenu régulièrement avec le président du conseil de fabrique. Nous avons les possibilités d'aller jusqu'à 50%. C'est un monument historique classé, et il mérite d'être bien mis en valeur dans cette réforme du quartier. Enfin, je dirais, s'agissant de l'emploi,
Il y a 82 000 emplois à Metz, il y en a beaucoup en fait. Et nous avons ici nos responsabilités dans le commerce comme dans les autres. Il faut regarder ce qui se passe. Il y a dans ce quartier ici, je vous donne un chiffre parce que l'étude elle a déjà été faite. On a un commerce pour 27 habitants dans ce quartier. C'est extrêmement dense. Il y a simplement la nécessité d'avoir tous les commerces qu'il faut pour que la vie de village dont j'ai parlé tout à l'heure soit là. Et c'est ce à quoi il faut être attentif. Nous avons l'intention de mettre en place une scène patrimoniale capable d'intervenir au coup par coup pour préempter dans des ventes de sites commerciaux pour aider à maintenir un type de commerce qui pourrait disparaître. Il ne s'agit pas de tuer la concurrence, parce qu'en réalité, on est dans un pays de liberté, notamment dans le commerce. Les gens aiment bien entreprendre, avoir des idées et les mettre en avant. Et donc, il s'agit plutôt de mettre de l'huile dans les rouages et d'éviter des bêtises ou du moins des disparitions de certaines catégories de commerce que de gêner la concurrence. La ville a besoin d'avoir des quartiers où les gens se sentent bien. Cette notion de ville-village est fondamentale. Et hélas, 3 fois hélas, notre ville a largement été construite autour des routes qui y arrivaient. Et nous avons besoin de faire de la transversalité entre ces voiries. Nous avons besoin d'organiser la vie de façon à ce que les enfants puissent aller à l'école, que les lycéens ou les collégiens puissent aller à vélo. Savez-vous qu'il y a déjà 800 vélos qui passent sur la piste cyclable qui est devant le collège Georges Latour? Ça marche bien. Et les parents envoient leurs enfants à vélo quand ils sont en sécurité. Tout ça, c'est de la vie de village et nous avons besoin de la faire prospérer. Je vous remercie. Merci, M. Gros. Monsieur Maréchal. Oui, moi je parlerai de 3 choses, du commerce, de la culture et de la santé. D'abord, s'agissant du commerce, commerce et communes sont intimement liés. Quand on regarde l'histoire de la société occidentale, c'est dans les communes que se sont développés les commerces et c'est grâce au développement du commerce que se sont forgées les communes. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est totalement dérégulé et nous avons besoin d'intervention publique pour tenir compte de 2 choses. À la fois le maintien de cette activité économique vitale et à la fois la positionner là où sont les gens. Autrement dit, la question du commerce doit se poser en proximité dans l'ensemble des quartiers. Pour cela, il faut se doter d'outils. Outre le fait qu'il faut absolument lutter contre la déréglementation de l'économie qui frappe en premier lieu les salariés et les familles, mais aussi dans la concurrence, c'est toujours les petits qui trinquent au détriment des grands. Mais en même temps, en attendant cette réforme législative, comment pouvons-nous intervenir? Première chose, et je me félicite que Dominique Gros ait repris cette proposition, la création d'une société publique locale dotée d'un capital propre de 2 millions d'euros qui peut intervenir en association avec les comités de quartier pour maintenir les commerces sujets essentiels quartier par quartier. Si l'on veut maintenir une qualité de vie dans les quartiers, il faut maintenir un certain nombre d'activités essentielles et les commerces en font partie. Le deuxième outil, le plan local d'urbanisme, qui de ce point de vue-là peut définir plutôt une réglementation qui limite des effets sur, la transformation d'un certain nombre d'espaces en banque, ou faire en sorte en tout cas que l'on réfléchisse mieux à la présence et au maintien de la diversité des commerces. Là, on a besoin effectivement d'agir pour préserver l'intérêt de la population contre des logiques économiques. Troisième élément, limiter la spéculation immobilière. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des enseignes se déplacent? Qu'est-ce qui fait que l'on produit des zones commerciales, des cellules commerciales, si ce n'est la logique pour un certain nombre de capitaux de chercher à se bloquer ou de chercher à se rentabiliser? Et là aussi, quand on est, comme moi, du front de gauche, on s'attaque à la spéculation immobilière au niveau local, au niveau national et au niveau européen. S'agissant de la culture, pour l'attractivité du quartier, moi je pense que ce qui manque à Metz de façon urgente, c'est là un lieu pour le spectacle vivant, pour le théâtre en particulier. Les gens de Metz qui veulent aller au théâtre, on les voit à Florence, on les voit à Thionville, on les voit à Nancy. Donc le site, la reconstruction de Bon Secours est une opportunité pour créer
un lieu supplémentaire pour le spectacle vivant, professionnel ou amateur. Et là aussi, ça participera à l'amélioration de la vie culturelle, non seulement du quartier, mais aussi de la ville. Dernière proposition, s'agissant de la santé. Je propose la création d'un centre municipal de santé. Un centre municipal de santé, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on fera une réunion publique à la MJC rue du 20e corps américain, je crois que c'est aux alentours du 11 mars, avec un directeur, médecin directeur d'un centre municipal de santé, qui viendra nous expliquer comment ça fonctionne, combien ça coûte, et quel service ça rend à la population, et en particulier à tous ceux qui, victimes de la crise, ne peuvent plus accéder à des soins de qualité. Et là, effectivement, oui, ça coûte. Il y a une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. On pourrait d'ailleurs imaginer, puisque nous sommes dans Alsace-Moselle, d'avoir une contribution spécifique du régime local de sécurité sociale. Et il y a une partie qui coûte sur le budget de la collectivité, et ça j'assume, parce qu'elle remplit des missions de service public qui pour l'essentiel ne sont plus remplies par les hôpitaux qui ont déserté le centre-ville, et là où ils sont, il y a tellement pénurie de moyens, il y a tellement budget d'austérité, que parfois effectivement, on veut aller à l'hôpital pour se faire soigner, et on ne trouve pas ni médecin, ni personnel suffisant en nombre et disponible pour soi. Donc voilà, moi je pense que votre quartier c'est le cœur de la ville. Mais un cœur de la ville, un cœur, il fonctionne bien s'il fonctionne au service de toute la ville. Merci M. Maréchal. Monsieur Rousseau. L'intitulé de cette partie de la soirée, c'est « Attractivité de la nouvelle ville ». Je voulais revenir sur le terme attractivité pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas de malentendu. Et l'attractivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire piquer des parts de marché au quartier d'à côté? Je pense pas. Mais si je reviens là-dessus, c'est pas pour rien. C'est parce que généralement nos élus ont l'obsession de la croissance. Il faut développer. Alors, cette logique-là, qu'on pourrait subodorer au niveau d'une logique de développement de quartier, en fait, on la retrouve au niveau du développement de la ville de Metz ou du développement de Metz Métropole ou d'une autre collectivité. C'est-à-dire que globalement, beaucoup d'élus pensent que tant que Metz Métropole ne sera pas visible de la planète Mars, notre salut ne sera pas garanti. Et ça pose un problème par rapport aux limites naturelles qui nous sont imposées par l'environnement. Donc, moi, je dis d'abord par rapport à la question du développement du quartier, qui évidemment doit être redynamisé grâce à l'occasion de la réhabilitation de la friche Bonsecours. Faisons d'abord en sorte de répondre aux besoins de la population du quartier plutôt que de se projeter dans une logique de rayonnement et d'attractivité. Et c'est plus ou moins ce que disent, me semble-t-il, les commerçants du quartier lorsqu'ils disent dans les enquêtes que vous avez fait passer, on veut bien des commerces, mais des commerces non concurrentiels. En gros, ça veut dire, s'il vous plaît, Dominique Gros, ne nous faites pas un Muse ou un Web au niveau de Bonsecours. C'est ça que ça veut dire, me semble-t-il. Alors, on pourrait également retrouver la même logique. Faut-il effectivement construire un énième équipement culturel hyper spécialisé au quartier avec des coûts de fonctionnement dispendieux, alors qu'on dispose déjà de pas mal d'équipements culturels, qu'il faudrait peut-être déjà penser à implanter les associations locales dans ces équipements qui disposent de volumes aussi grands qu'inutilisés. Implanter les associations locales dans ces équipements plutôt que de vouloir en créer un autre. Une petite aparté, j'ai entendu, et c'était très important, que le projet de restructuration de la friche Bonsecours était en train de se faire sous le biais en fait de la procédure du dialogue compétitif. Alors le dialogue compétitif, ça permet effectivement l'émergence de beaux projets architecturaux, mais ça permet aussi d'attribuer plus facilement le marché à l'un plutôt qu'à l'autre au détriment des finances publiques. Donc attention à cette méthode de passation des marchés publics. En ce qui concerne donc la friche Bonsecours, la liste Basta propose effectivement l'implantation d'une maison des associations. Bon, il y en a beaucoup qui le proposent. Vous savez, moi j'ai fait partie en fait, je vais vous faire une confidence, j'ai fait partie il y a 6 ans et demi, en fait, des réunions des commissions de travail qui se réunissaient
dans la mouvance d'une dynamique de gauche pour répondre à certains enjeux à Metz, et notamment revenir régulièrement sur la table la question de l'absence de logement pour les associations. Voilà, à nouveau là 6 ans plus tard, et il y a des choses qui ont été faites, hein, mais ça reste quand même c'est largement en dessous du besoin en fait des associations, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle je salue le projet de vouloir créer une maison des associations dans la ville nouvelle, mais j'ajoute qu'il faut absolument que cette maison des associations soit autogérée et non pas dépendante directement de la ville de Metz, qui ont la fâcheuse habitude de distribuer les subventions comme un monarque distribue des pensions. Donc, maison des associations, mais autogérée. À côté de cette maison des associations, on pourrait également impliquer une autre maison des associations qu'on appelle une bourse du travail. C'est la même logique, il s'agit d'accueillir les syndicats qui le souhaitent, notamment ceux qui sont à la rue ou qui payent très cher dans le marché locatif alors que d'autres sont largement subventionnés. Donc une bourse du travail afin d'animer le débat social à Metz et de permettre un traitement égalitaire des syndicats. Nous envisageons également de travailler à la construction d'un habitat social semi-collectif pour les personnes âgées. Un habitat social semi-collectif public, évidemment, ça va de soi, pour la liste Basta. En priorité pour les personnes défavorisées, pour les personnes âgées qui n'ont pas 2 000 ou 3 000 euros de pension. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et je dis bien semi-collectif pour proposer, en tout cas pour une partie de cette population, une alternative aux maisons de retraite, parce que généralement les gens ne sont pas très pressés de les intégrer. Donc un habitat semi-collectif pour les personnes âgées, et puis j'ai terminé. Sujet au choix que les candidats vont pouvoir développer toujours en 5 minutes, mais dans un ordre différent, puisque un tirage de sort a été demandé, un nouveau tirage de sort a été demandé à la demande des candidats. Donc c'est M. Rousseau qui va démarrer, donc il a très peu de temps pour prendre le relais. Enfin bon, je pense qu'il va quand même s'en sortir. Ensuite, ce sera M. Maréchal, ensuite ce sera M. Gros, Mme Grolet, et pour terminer, Mme Zimmermann. C'est le tirage au sort, il y avait une main innocente, c'est la caméraman qui a fait ce tirage au sort. Bien. Monsieur Rousseau, nous écoutons. Oui. La liste Basta, qui sommes-nous? Parce que les autres listes sont implantées depuis un certain temps à Metz, mais nous, effectivement, on est un peu un ovni dans le paysage politique, donc il est peut-être intéressant très brièvement de développer qui nous sommes. Nous sommes un rassemblement, a priori très clairement classé à gauche, un rassemblement assez étonnant qui réunit des étudiants, des retraités, des chômeurs, des travailleurs pauvres, des libertaires, des anarchistes si vous préférez, c'est déjà plus étonnant, des décroissants, des écologistes, la plupart des démissionnaires d'Europe Écologie Les Verts qui ont claqué la porte de cette boutique. Vous avez des personnes non encartées, des responsables associatifs, des responsables syndicaux et également des militants déjà engagés dans des mouvements politiques comme la FASE, la Fédération pour une alternative sociale et écologique, et le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Vous avez également quelques membres du parti de gauche, comme Maître Delrez, ici présent dans la salle. Alors, anciennement du parti de gauche, puisque Maître Delrez a été exclu temporairement du parti de gauche. Voilà, j'ai vu les gens du front de gauche qui s'agitaient comme ça. Non, oui, ils s'enorgueillissent d'avoir viré Maître Delrez. Chapeau. Alors, dans les propositions que nous faisons, beaucoup d'entre elles, en fait, ressemblent, il est vrai, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles ressemblent aux propositions du front de gauche. On s'en cache pas, hein. On s'en cache pas. Alors, il y a quand même une chose qui nous distingue, et c'est pas la moindre, et c'est celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est la stratégie électorale. C'est que nous, au niveau de Basta, nous ne tournons pas autour du pot. Nous nous opposons aux politiques d'extrême droite, aux politiques de droite, que ce soit au niveau national comme au niveau local, et on estime que pendant 6 ans, la ville de Metz a été gouvernée à droite. D'ailleurs, excusez-moi, non mais je vois les militants socialistes sourire dans la salle, mais c'est pas moi qui dis en public depuis depuis 6 mois, qui se revendique être l'héritier de Jean-Marie Roche. D'ailleurs, le problème, c'est que ça oblige même Mme Zimmermann à se revendiquer comme étant l'héritière de Raymond Mondon. Elle est obligée de remonter plus loin.
enfants. Donc, c'est pas lui faire injure que de dire que M. Dominique Gros gouverne au centre droit. Voilà, c'est pas lui faire injure. Simplement, nous, ça ne nous satisfait pas. Et on estime que les gens, en fait, qui jouent plus ou moins ce jeu, comme les communistes qui ont rejoint sa liste avant même le premier tour, ou les derniers rescapés qui vont le rejoindre au second tour, qui ont déjà annoncé qu'ils allaient le rejoindre au second tour, bien, nous nous opposons à cette politique habituelle, et nous disons qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Parti socialiste, quel que soit notre score au premier tour. Pour celles et ceux qui veulent en connaître davantage, que je n'aurai pas trop rebuté, je vous invite à venir nous rencontrer tous les mercredis soirs à l'hôtel de Burtheim, 4 place des Charentes, tous les mercredis soirs à partir de 20h. Je vous remercie. Non, c'est bon. Non. Merci, M. Rousseau. M. Maréchal. Oui, moi je suis militant politique, militant syndical depuis de très nombreuses années. Et dans la dégradation de la situation que subit la population, aggravation de la crise, renforcement des politiques d'austérité, les hommes et les femmes qui ont constitué cette liste du Front de gauche, sous cette belle étiquette, à Metz l'humain d'abord, ils n'ont qu'une seule ambition, faire en sorte que cette élection municipale débouche sur des propositions concrètes visant le mieux possible à limiter les effets de l'austérité sur la population, à apporter des réponses concrètes, des améliorations concrètes à la population. Et je considère que dans la dégradation que vit la population, naturellement, tout le monde ne vit pas la crise de la même façon, mais la responsabilité première d'une commune comme premier lieu de la démocratie, c'est de se transformer en bouclier social pour préserver la population. Et je formule un certain nombre de propositions qui visent à apporter des améliorations concrètes. La première, c'est la municipalisation de l'eau. Partout où cela a été fait, ça a pu faire baisser les tarifs. La deuxième proposition, celle qui aujourd'hui, grâce à mon refus obstiné au conseil municipal, convainc l'ensemble de ceux qui ont voté pour le projet du centre de congrès, c'est de discuter avec la population de la pertinence de cette dépense publique. Est-ce que oui ou non, la construction d'un deuxième centre de congrès à Metz pour 70 millions d'euros est utile au développement de la ville, est utile au développement de l'emploi ou pas? Tant qu'on n'aura pas fait cette démonstration sur la place publique en mettant tous les éléments, d'abord à la disposition des élus, mais aussi à la disposition de la population, je suis contre la construction de centres de congrès et je serai, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, nous ferons des propositions alternatives pour utiliser dans l'intérêt du plus grand nombre les 30 millions d'euros de la ville de Metz ainsi économisés. Je pense personnellement qu'il faut augmenter les dépenses de solidarité de la ville de Metz pour faire du budget municipal un élément de meilleure répartition de la richesse pour limiter là aussi, pour les familles, pour les retraités et pour les jeunes victimes de la précarité, les difficultés quotidiennes. Oui, on peut aller sur une tarification sociale plus audacieuse en matière de restauration scolaire. Oui, on peut avoir une politique sociale plus audacieuse en direction des personnes âgées. Oui, on peut avoir une tarification plus permettant la gratuité des transports pour les scolaires. Donc, et pour l'essentiel, toutes ces propositions, on est également en train de réfléchir sur la tarification du chauffage urbain pour faire baisser le prix du logement, le prix du coût du logement pour les 30 000 familles qui sont chauffées par l'usine d'électricité. Donc, en tant que militant, en tant qu'élu, j'ai ce souci-là. Ne confisquons pas le débat municipal à un règlement de compte contre celui-ci ou contre cela. Essayons, c'est notre objectif, de construire une majorité de progrès la mieux ancrée possible à gauche, qui est en capacité de porter à la fois des propositions concrètes, mais aussi la nécessité des refus de la politique d'austérité. Si les propositions de Hollande, applaudies des deux mains par la droite et le MEDEF, se mettent en application,
les difficultés des populations augmenteront, la difficulté des collectivités publiques augmenteront. Donc, nous avons besoin à la fois d'une politique sociale plus audacieuse dans la ville de Metz, et nous avons besoin de faire de la ville de Metz un pôle de résistance à cette politique d'austérité. Merci. Merci, monsieur Maréchal. Vous restez en 2 minutes, vous arrêtez là. Bien. Monsieur Gros. S'il vous plaît. Merci. Bien, le moment est arrivé de conclure, mais certains sujets n'ont pas été abordés. D'abord, je voudrais faire remarquer, avec un petit sourire, que quoi qu'il arrive, le maire qui gère la ville, il est le successeur du prédécesseur. Et c'est comme ça depuis très longtemps, et ça ne changera pas, et vous pouvez me croire. Et donc, effectivement, j'ai succédé à mon prédécesseur, et j'ai pris la ville là où il l'avait mise, comme elle était, dans l'état où elle était, avec avantages, inconvénients. La première chose. Deuxièmement, je voudrais vous parler rapidement d'économie, de développement économique. Effectivement, il avait été prévu dès le départ du centre Pompidou de faire en symétrique et en appui un centre des congrès de façon à bénéficier du tourisme d'affaires et pas seulement, avec des retombées économiques sur la ville. Un centre des congrès, c'est 15 millions d'euros qui tombent sur la ville. 15 millions d'euros qui tombent sur la ville, c'est extrêmement important. C'est ce qui s'est passé à Bilbao et c'est ce que nous ferons. Le centre des congrès, qui est soutenu, S'il vous plaît. le centre des congrès qui est soutenu et qui est financé par le département de la Moselle, M. Veiten, qui est soutenu et financé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, qui est soutenu et financé par Metz Métropole, qui est soutenu et financé par la ville de Metz, est un avenir important pour la ville en appui du centre Pompidou qui, lui, nous coûte cher en frais de fonctionnement. Il est nécessaire de pouvoir attirer du monde. Nous avons passé une convention avec GL Events qui gère déjà la foire, et jusqu'en 2026, nous avons la garantie que ce centre des congrès ne coûtera pas en frais de fonctionnement, mais au contraire rapportera à la collectivité. Et cette convention a été signée avec un opérateur qui est un des plus grands mondiaux. Je suis très heureux de vous dire que la ville de Metz intéresse ce type d'investisseurs, comme la ville de Metz intéresse des investisseurs qui effectivement font tourner les grues dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais juste vous interrompre. La soirée s'est bien passée jusqu'à présent. J'aimerais bien qu'elle se termine dans les mêmes conditions. De toute façon, les candidats seront présents avec les colistiers. Si vous souhaitez faire part de vos observations après, je pense que vous prendrez le temps ainsi que vos équipes pour discuter. Vous voulez bien avoir la gentillesse d'écouter tous les candidats jusqu'au bout. Merci. Il y a un autre secteur dont je voudrais vous parler qui est très important, c'est l'économie numérique, les matériaux et les transferts de technologies qui sont en train de se mettre en place au Technopôle. C'est extrêmement intéressant. Nous avons décroché un des 6 IRT de France. Nous avons réussi à décrocher un des 4 CEATech de France. Nous allons démarrer bientôt l'Institut Lafayette, qui est un institut de transfert de technologie qui dépend de Georgia Tech. Et nous sommes bien placés pour être le centre de la vallée européenne des matériaux, qui a été signé dans le cadre du pacte Lorraine. C'est une évolution extrêmement importante du Technopôle et de la ville de Metz pour les prochaines années. Je voudrais vous dire également que la ville de Metz a des atouts considérables. Alors, tous les experts qui viennent nous voir nous le disent, et je suis un peu triste d'entendre des discours qui consistent à se replier sur nous-mêmes, alors que nous avons une histoire extraordinaire, que nous avons joué par le passé des rôles très importants, et que nous avons une position géographique en Lorraine et dans l'Europe tout à fait intéressante. Nous avons une vocation européenne. Nous sommes au cœur du sillon lorrain. C'est Nancy qui est au sud de nous, et nous qui sommes entre Luxembourg et Nancy. Il ne faut pas se décourager par rapport à la ville de Metz. Malgré les 5000 militaires qui sont partis, nous avons digéré cette épreuve extraordinaire avec pourtant les promesses que nous avions qu'on ne toucherait pas à la base aérienne, qui figure encore dans toutes les mémoires. Je voudrais vous dire que la ville de Metz a de l'avenir et qu'il faut y croire et que c'est le moment d'en parler entre nous. Moi, je suis fier d'être ici, à cette place. Ça m'a transformé, figurez-vous, parce que quand on est le maire d'une ville comme Metz, qui a un tel récit urbain sur plus de 2000 ans, eh bien, écoutez, on est fiers. J'ai fait inscrire tous les noms des maîtres échevins depuis 1180. Et à la fin, il y a mon petit don à la fin. Mais oui, il y a Monsieur Roche au-dessus. Et avant, il y a mon don. Et Gabriel Ocard. Eh bien, c'est normal. Parce que nous sommes tous les héritiers de notre histoire, de notre patrimoine. Et nous sommes les héritiers d'une ville fantastique. Je suis un peu déçu de ce côté rabougri.
On n'est pas une petite ville, on est une ville pleine d'espérance, pleine de perspectives. Je vais vous dire maintenant, on m'a reproché d'avoir des soutiens implicites. Mon prédécesseur me traite de bon gestionnaire. Je vais quand même pas me plaindre. Bon, tout de même, il a bien le droit de parler. Il a un avis sur la question, il a été maire 37 ans. Je vais quand même pas me plaindre. Effectivement, nous sommes dans le carré magique des villes qui ont une dette très faible, qui ont une fiscalité qui est basse. Et oui, qui a une dépense de personnel qui est maîtrisée, et nous avons un autofinancement qui est important. Et je peux vous dire que si je reste maire de Metz, nous continuerons à investir. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même. Il faut préparer l'avenir, la ville de demain, la ville de nos enfants. Pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de vous parler du technopôle et de l'université? C'est parce que nous avons des perspectives. Je vais vous dire que nous avons à approfondir notre intercommunalité pour qu'elle soit plus efficace. Je vais m'arrêter. Là, j'ai encore une seconde. Encore un mot, merci. Je suis fier d'être à la tête de cette ville et je suis fier d'être messin avec vous. Je vous remercie. Merci, M. Gros. Madame Groulet, s'il vous plaît. Oui, je crois que nous sommes... Le micro n'est pas fort. Je ne suis pas le coffre du maire. C'est bon? Voilà, c'est mieux comme ça. Je crois que nous sommes tous fiers d'être messins, bien sûr, il n'y a pas de raison d'accaparer cette qualité, et nous souhaitons tous évidemment que notre ville devienne plus vive et plus accueillante. Je voudrais revenir dans ce temps qui nous a été offert, en dehors des questions qui étaient posées, sur un des sujets qui n'a pas été abordé, bien qu'il ait fait l'objet de questions de la part de certains d'entre vous. C'est celui que nous posent quasiment toutes les personnes que nous rencontrons avec mon équipe lors de nos visites de quartier, c'est la question des impôts. Parce qu'il faut quand même à un moment se poser la question de ce que chacun apporte à la collectivité pour son fonctionnement et de ce qu'on en fait. Alors la question d'un de vos adhérents, c'était: vous engagez-vous à ne pas augmenter les impôts durant votre mandat, et ce sans augmenter dans le même temps la dette de la ville, et d'agir de la même façon au niveau de Metz Métropole? Eh bien je suis sûre même d'être la seule à pouvoir répondre oui de façon ferme et crédible. Parce qu'en effet, le maire sortant avait promis de ne pas augmenter les impôts, chacun s'en souvient. Maintenant, il ne s'y engage même plus, c'est comme ça au moins c'est clair. Et il s'est empressé de les augmenter 2 années de suite jusqu'à 26 ou 27%, avant de transférer la charge de ces impôts à Metz Métropole. Ça a été le tour de passe-passe qui lui a permis de réaliser ces projets pharaoniques, ces chantiers pharaoniques, je dirais. Cette responsabilité, elle a été partagée avec les 2 autres serial taxeurs de Metz Métropole, qui sont le président UDI, Jean-Luc Baul, et l'autre vice-président UMP, François Grosdidier. Cette dette de Metz Métropole a littéralement explosé, en passant de 1 million en 2007 à 130 millions en 2012, sans donner les chiffres qui ne sont pas encore définitifs de 2013. Et autant donc Monsieur le maire sortant a annoncé donc qu'il ne s'engageait plus à ne pas augmenter les impôts, comme ça vous êtes prévenus. Et pour la tête de liste de l'UMP du centre, elle annonce vouloir reconduire Jean-Luc Baul comme président de Metz Métropole, et donc elle devra bien assumer cette même politique. Lundi, il a été voté déjà de 21 millions d'emprunts supplémentaires pour Metz Métropole. Vous avez évoqué le projet du Palais des Congrès. Alors je crois que Metz n'a pas réclamé un Palais des Congrès. L'impression des auditeurs est celle que j'entends en permanence. Personne ne me demande quand est-ce qu'on aura enfin notre Palais des Congrès pour accueillir du tourisme, des touristes supplémentaires qui vont dépenser dans la ville. Ils ne dépenseront rien du tout si le projet se fait. Il ne se fera pas. Parce qu'ils ils auront à peine besoin d'un parapluie peut-être pour aller de la gare TGV vers le centre Pompidou. Et c'est un projet qui serait dramatique pour la vitalité de notre ville et pour l'endettement. Moi, je m'engage à mener nos projets à budget constant. C'est ce que fait chacun de vous dans son foyer.
dans son entreprise et dans son commerce. Chacun de vous fait des économies, nous ferons des économies. Chacun de vous choisit des priorités, nous choisirons des priorités. Il faut avoir le courage de le faire. Metz, bien géré, oui, Metz était bien géré sous l'ancien maire, mais l'héritage a été dissipé. Et comme l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain, nous ne voulons pas porter malheur à nos enfants. Il est urgent d'arrêter cette dérive et d'en revenir au bon sens. Alors, loin de l'autosatisfaction du maire socialiste et loin des querelles d'ego de la liste d'opposition, moi je propose, avec l'équipe qui m'entoure et qui s'est ouverte à des personnes très différentes, mais qui était portée par cette volonté donc de se mettre au service de nos concitoyens, je propose de remettre notre ville dans le bon sens et je vous invite, puisque chacun fait un petit peu la publicité de ces modes de communication, je vous invite, nous avons une permanence réelle qui est rue du Pont-Moreau à Metz. Nous avons aussi une permanence virtuelle qui est notre site www.pourmetz.com. Je vous invite à le visiter, c'est un site interactif, et à y mettre des commentaires, comme l'ont fait déjà beaucoup de nos concitoyens depuis un an. Et je vous remercie de votre patience pendant ces 2 heures. Merci Madame Prolet. Il revient donc à Madame Zimmermann de conclure cette réunion d'information. Voilà. Non, c'est pas moi qui conclurai, c'est vous, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup. D'abord, je voudrais me concentrer très rapidement quand même sur le quartier et dire que lorsque on a traité le quartier de Sainte-Thérèse de Neuilly-Messin, lorsque notamment on a dit que les habitants étaient des pleureurs, je constate avec beaucoup de satisfaction qu'à la fin du mandat, on s'en occupe. Et j'en suis très heureuse, parce que, enfin, on reconnaît que ce quartier est vrai, oui, un quartier qui vit à Metz. Et votre association, aujourd'hui, nous permet vraiment, d'abord, de nous exprimer, mais d'avoir vraiment mis le doigt sur les difficultés qui ont été rencontrées par ce quartier. Donc, voilà, je dirais que je suis satisfaite. Je suis moins satisfaite lorsque j'entends tous les projets avec de l'argent public, parce que ça veut dire des impôts supplémentaires. Et vous savez, je crois que en 2008, nous étions déjà candidats et j'ai entendu très souvent le maire actuel dire « je n'augmenterai pas les impôts ». Alors, non seulement je n'augmenterai pas les impôts, mais en plus, vous savez, j'ai un bon matelas, donc je vais pouvoir gérer intelligemment. Alors, non seulement il a complètement dilapidé le matelas, donc c'est très bien, et aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien, et tout a été dépensé, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que tout à l'heure, nous avons évoqué quand même quelque chose qui est très, très important, notamment la propreté. Et je vous ai évoqué Metz Métropole. Lorsque l'on sait aujourd'hui que Metz Métropole a, je dirais, vraiment augmenté son endettement, et qu'aujourd'hui c'est multiplié par 13, et celui qui l'a le plus augmenté, c'est, voilà, le premier vice-président. Le premier vice-président, non mais attendez, je pense que le premier vice-président a été quand même à l'origine de l'augmentation de cette dette. Donc soyons sérieux aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas tout promettre et être en capacité de dire « je continue à ne pas vouloir augmenter les impôts ». Non. Celui qui, dans un premier temps, a promis à augmenter alors que ce n'était pas nécessaire, le refera sans aucun problème, avec simplement les promesses qui ont été faites ce soir, déjà. Deuxièmement, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que je crois qu'en 6 ans, j'ai observé ma ville, j'ai écouté les Messins, et aujourd'hui, je peux dire que cette ville a souffert,
cette ville s'est dégradée, et non seulement s'est dégradée, mais a perdu véritablement de son aura, de son rayonnement. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, ma seule ambition, c'est d'abord d'être au service des Messins, de continuer à les écouter, ces Messins, de continuer à répondre à leurs attentes et à essayer, dans la mesure de mes possibilités, de servir ma ville de façon à ce que les Messins soient des gens heureux dans cette ville. Et je pense que la seule ambition qui doit être celle d'un élu aujourd'hui, c'est tout simplement de respecter les promesses qu'il fait au moment d'une campagne électorale. Oui, je vous promets qu'effectivement, notamment sur un des grands projets qu'est le Palais des Congrès, je vous donnerai la parole. Et pourquoi je vous la donnerai? Parce que ça fera suite à un audit que j'aurai fait sur l'ensemble de la ville, un audit financier, un audit où les uns et les autres verront la réalité de la gestion qui a été faite pendant ces 6 années. Et les rappels que nous avons faits régulièrement au conseil municipal, vous les verrez dans cet audit. Et à partir de cet audit, à partir des besoins notamment d'aujourd'hui du centre-ville, de votre quartier, il y aura des Messins qui seront mis face à leurs responsabilités. Et lorsque je promets de ne pas augmenter les impôts, ça veut dire que je donne la parole aux Messins, je fais un référendum et je demande aux Messins de se responsabiliser également face aux décisions qui seront les nôtres au lendemain de notre élection. Oui, j'aime les Messins, j'aime la ville et je veux servir cette ville dès le 31 au matin. Merci. Juste avant de vous laisser partir, je voulais vous donner 2 informations. Néanmoins, prendre le temps d'abord de remercier les 5 candidats d'avoir joué le jeu. On pense aussi à la liste lutte ouvrière qui a pu se joindre à nous. On avait dit 22h, il est 22h01, donc c'est plus ou moins respecté. Je voudrais aussi remercier les médias, je pense à Mirabeau TV, je pense à France 3, je pense au Républicain Lorrain à la semaine, j'ai vu Sylvain Millot, je pense à tous les médias du web qui ont relayé cette information, qui relaient régulièrement les informations de Ville Nouvelle. L'association Ville Nouvelle, je vous le rappelle, c'est 150 familles en 2013. On commence à partir de ce soir la saison 2014-2015, on vous a remis un petit lot d'euros. L'adhésion est de 10 € par famille et donne droit à toute une offre de services. Je vous invite à nous rejoindre. Vous dire aussi que l'Assemblée Générale de l'association Ville Nouvelle aura lieu ici le 21 mars prochain. 21 mars prochain, ici à 20h30, nous ferons l'Assemblée Générale. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. Merci.